Voici quelque chose qui devrait vous déranger profondément. Pendant que vous dormiez, la Terre a chanté. Pas métaphoriquement, littéralement. Un ton parfait de 25 Hz a émergé du champ électromagnétique de notre planète, restant stable pendant 3 minutes avant de disparaître, comme s'il n'avait jamais existé. Au même instant, au même moment précis, un objet interstellaire nommé 33 Atlas passait au plus près de notre monde. Les scientifiques ne peuvent s'accorder que sur une seule chose, ce n'était pas aléatoire. C'est la même fréquence que le Japon a détectée 11 jours avant leur tremblement de terre. La même précision inquiétante. 2 explications existent, et toutes 2 sont terrifiantes. Soit un précurseur sismique annonçant des mégaséismes, soit une sonde externe testant nos limites structurelles. Et voici ce qui glace le sang, nous n'avons pu être plus le temps de déterminer laquelle est correcte. La Terre bourdonne constamment entre la surface de la planète et l'ionosphère, à environ 100 km d'altitude. S'étend une cavité électromagnétique enveloppant l'ensemble du globe, les éclairs, des milliers se produisant chaque seconde quelque part sur Terre, injectent de l'énergie dans cette cavité, créant ce que les scientifiques appellent les résonances de Schumann. C'est la musique de fond de la planète. Un drone basse fréquence qui ne s'arrête jamais, ne fait jamais de pause. Constant comme la gravité, le ton fondamental se situe autour de 7,83 Hz, avec des harmoniques s'empilant vers le haut par intervalles d'environ 6 Hz. Ils oscillent et se déplacent avec les conditions météorologiques, l'activité solaire et les changements saisonniers. Ils se fondent ensemble comme des voix dans une pièce bondée, chaque fréquence se mélangeant à ses voisines, créant un spectre continu plutôt que des notes discrètes. 25 Hz n'appartient pas à cette pièce. Cette fréquence se situe entre les harmoniques isolées, refusant de se fondre. Plus importante encore, elle est apparue sans les autres. Normalement, lorsqu'une harmonique s'intensifie lors de complexes orageux majeurs ou d'éruptions solaires qui pompent de l'énergie dans l'ionosphère, l'ensemble de la structure s'éveille ensemble. Si la troisième harmonique augmente, la deuxième et la quatrième montrent une activité corrélée. L'énergie ne choisit pas sélectivement les modes. Elle se répand à travers les fréquences disponibles comme l'eau cherchant tous les chemins vers le bas. Le signal du 19 décembre n'a pas coulé. Il est resté là, une seule fréquence, une ligne laser dans le chaos. Aucune harmonique d'accompagnement, aucune diffusion d'énergie dans les fréquences voisines, aucune montée progressive ni atténuation graduelle, juste l'apparition, 3 minutes de cohérence parfaite, puis la disparition, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Cette précision est ce qui trouble les physiciens la nuit. Les processus naturels sont désordonnés. Ils créent des signatures larges, des ondes d'énergie qui s'étalent sur plusieurs hertz, changeant de forme à mesure que les conditions sources fluctuent. Un signal naturel de 25 Hz devrait présenter de la largeur spectrale, une certaine incertitude de fréquence, reflétant les nombreux processus contributifs. Au lieu de cela, nous avons obtenu ce que les ingénieurs appellent un ton presque monochrome, aussi pur que les signaux que nous concevons délibérément dans les laboratoires. Et puis, il y a l'autre coïncidence, celle qui refuse de rester silencieuse. 32 Atlas n'est que le troisième objet interstellaire, confirmé, jamais détecté, entrant dans notre système solaire. Le premier, est arrivé en 2017 et a déclenché des années de débat sur son accélération inhabituelle et sa forme de cigare. Le second, Borisov, est apparu en 2019 et s'est comporté exactement comme une comète normale, rassurant les astronomes qui s'étaient sentis mal à l'aise avec les anomalies d'au moins.
33 Atlas est arrivé de l'extérieur, suivant une trajectoire hyperbolique qui prouve qu'il n'est pas né ici. Son excentricité orbitale dépasse ce qui signifie qu'il n'est pas lié gravitationnellement à notre Soleil. Il est arrivé de la direction de la constellation de Persée, se déplaçant trop rapidement pour être capturé par la gravité solaire. Après son passage, et il repartira pour toujours, retournant dans la galaxie, poursuivant un voyage qui a commencé quelque part que nous ne pouvons identifier. Le timing dérange, pas parce que les coïncidences sont impossibles. L'univers est vaste et des choses improbables se produisent constamment quelque part. Mais parce que cette coïncidence particulière est arrivée avec des mathématiques attachées, la probabilité qu'une anomalie électromagnétique géophysique se produise dans les heures suivant l'approche la plus proche d'un objet interstellaire est calculable. Vous pouvez faire les calculs, tenir compte de la fréquence des anomalies électromagnétiques détectées, de la mécanique orbitale des trajectoires hyperboliques, des fenêtres d'observation disponibles pour les stations de surveillance. C'est pas zéro. Les événements à faible probabilité se produisent, mais c'est inconfortable. Le genre d'inconfort qui fait que les statisticiens revérifient leurs calculs et que les géophysiciens examinent discrètement les ensembles de données à la recherche de corrélations négligées. 11 jours plus tôt, le Japon a connu un tremblement de terre de magnitude 6, 8 au large des côtes de la préfecture d'Iwate. La rupture s'est produite à faible profondeur, générant de fortes secousses dans tout le nord de Honshu. Les sismologues ont enregistré des anomalies électromagnétiques dans les heures précédant la rupture, des fréquences similaires se regroupant autour de 20 à 30 Hz, une brièveté similaire durant des minutes plutôt que des heures, une intensité plus faible que celle du 19 décembre, mais indéniablement liée par caractère. Après le Japon, la communauté scientifique est devenue très silencieuse au sujet du 19 décembre. Pas avant, après, la séquence importe. Avant le 19 décembre, le signal japonais n'était qu'un autre point de données dans la quête frustrante de prédire les tremblements de terre en utilisant des précurseurs électromagnétiques. Après le 19 décembre, il est devenu partie d'un motif. Nous voilà donc confrontés à deux interprétations, et il n'y a pas de terrain confortable entre les deux. Soit la croûte terrestre a émis un cri électromagnétique dans les heures précédant quelque chose de catastrophique, un avertissement à l'échelle planétaire que le stress s'est accumulé à des niveaux critiques sur plusieurs zones de faille. Soit quelque chose d'externe s'est approché suffisamment pour déclencher ce signal, ou pour l'écouter, ou pour y répondre. La physique permet toutes ces possibilités. C'est précisément le problème. Lorsque plusieurs explications correspondent également bien aux données, vous ne pouvez en éliminer aucune par l'observation seule. Si ce n'était pas du bruit aléatoire, si le signal porte une signification, qu'elle soit géologique ou cosmique, alors c'était soit un compte à rebours vers une défaillance crustale, soit un coup frappé à la porte par quelque chose qui voulait savoir si quelqu'un était à la maison, et nous devons déterminer lequel avant de découvrir ce qui se passe lorsque le compte à rebours atteint zéro ou lorsque la porte s'ouvre. Pourquoi 25 Hz est le pire nombre possible? Parce que les résonances de Schumann ne restent pas immobiles. Elles dérivent comme de la fumée, s'étalant sur des bandes passantes, saignant dans les fréquences voisines, créant des zones d'énergie électromagnétique plutôt que des lignes spectrales nettes. Le mode fondamental se centre autour de 7, 4, 23 Hz. Mais il erre entre 7, 5 et 8 Hz selon l'activité orageuse mondiale qui suit des schémas diurnes, alors que la Terre tourne et que différents continents entrent en période de chauffage maximale. La deuxième harmonique se situe près de 14 Hz. La troisième autour de 20, 3, la quatrième près de 26,
3. Ce sont des zones floues, larges et chevauchantes d'énergie électromagnétique. Pas des tons nets comme au laser qui maintiennent la fréquence avec une précision métronomique. 25 Hz se situe entre la troisième et la quatrième harmonique, occupant un espace qui ne devrait pas contenir d'énergie isolée. C'est trop élevé pour être le troisième mode, trop bas pour être le quatrième. C'est comme entendre une note qui n'existe pas sur le piano. Jouer avec une clarté parfaite au milieu d'une symphonie. Les tremblements de terre génèrent des signaux électromagnétiques. Cela n'est plus controversé. Des décennies de mesures dans différentes zones sismiques ont documenté des anomalies électromagnétiques précédentes, accompagnant et suivant les ruptures. Le mécanisme physique implique la piézoélectricité dans les minéraux de quartz, les courants telluriques circulant à travers la croûte, alors que la contrainte redistribue la charge. Les changements de conductivité à mesure que les fissures se propagent et que les fluides migrent. Lorsque la roche se déforme sous contrainte extrême, elle ne reste pas électriquement neutre. Elle crie dans le spectre électromagnétique, mais voici ce qui empêche les sismologues de dormir. Nous ne pouvons pas distinguer de manière fiable les précurseurs des faux positifs. Pas encore peu. Pas pendant des décennies, malgré des recherches intensives. La croûte terrestre génère constamment du bruit électromagnétique qui ressemble superficiellement aux précurseurs de tremblements de terre. L'activité géomagnétique causée par le vent solaire, les courants de retour d'ionosphère pendant les orages, les artefacts instrumentaux provenant d'équipements électriques et de lignes électriques, les processus géologiques normaux impliquant des fluides, des changements de température et des réactions chimiques. Chaque signal prometteur qui apparaît avant un tremblement de terre pourrait être un précurseur, ou ça pourrait être du bruit qui s'est juste produit au mauvais moment. Et lorsque vous diffusez des alertes publiques basées sur des données ambiguës, et vous créez deux types d'échecs catastrophiques. Les fausses alertes qui érodent la confiance du public jusqu'à ce que les avertissements réels soient ignorés, et les alertes manquées où les ruptures se produisent sans avertissement parce que vous avez élevé le seuil de confiance trop haut pour éviter les fausses alarmes. C'est un piège impossible. Et nous y sommes coincés. Le signal du 19 décembre porte toutes les caractéristiques que les chercheurs en précurseurs sismiques recherchent. Fréquence dans la gamme de contraintes crustales, durée brève suggérant une libération d'énergie localisée, timing dans une fenêtre temporelle qui pourrait précéder une rupture majeure. Si nous ignorons ce signal et qu'un événement catastrophique se produit dans les semaines à venir, nous aurons ignoré l'avertissement que nous cherchons depuis des décennies. Si nous répondons et que rien ne se passe, nous aurons contribué au problème du garçon qui criait au loup, qui paralyse déjà la prévision des tremblements de terre. Mais il y a l'autre possibilité, celle qui ne rentre pas dans les manuels de géophysique, celle qui fait que les scientifiques hésitent avant de parler. Tweet Atlas a pu être mesuré activement l'environnement électromagnétique de la Terre pendant son passage, soit délibérément par le biais d'une instrumentation conçue, soit incidemment comme un sous-produit naturel de sa composition et de sa trajectoire. Le signal de 25 Hz représente peu être de la télémétrie, des données de navigation ou un test de contrainte sondant la stabilité planétaire et l'efficacité du blindage électromagnétique. Si cette interprétation est correcte, quelque chose d'externe a évalué la force du champ géomagnétique terrestre, mesurer l'état de contrainte crustale par couplage électromagnétique, évaluer le niveau d'activité de notre étoile et l'environnement de radiation. L'évaluation s'est produite, que nous la comprenions ou non. Des données ont été collectées en utilisant des méthodes que nous pourrions ne pas reconnaître. Quel que soit le système qui a envoyé
33 Atlas, ou quels que soient les processus naturels qui régissent son comportement. Il possède désormais des informations sur l'intégrité structurelle de notre planète et son environnement électromagnétique. Ce qui se passe ensuite dépend de motivation et de capacités que nous ne pouvons évaluer en l'absence de plus de données. Si l'objet était autonome, suivant des instructions préprogrammées comme une sonde spatiale en pilote automatique, alors nos mesures constituent un point de données parmi potentiellement des milliards, cosmiquement insignifiants dans des bases de données s'étendant sur des échelles de temps galactiques. Nous avons été catalogués, classés, oubliés. Si quelque chose d'intelligent dirige ces objets, analyse les données collectées, prend des décisions basées sur les mesures, alors la Terre vient d'être signalée comme anormale dans le relevé astronomique de quelqu'un. Qu'est-ce qu'anormal signifie pour une intelligence assez sophistiquée pour envoyer des objets sur des trajectoires interstellaires? Cela signifie qu'il est intéressant. Méritant une enquête plus approfondie, justifiant des visites de retour, cela signifie-t-il dangereux, instable, inadapté à l'approche? Ou cela ne signifie-t-il rien du tout parce que nous interprétons des phénomènes naturels coïncidents comme une mesure délibérée, alors qu'aucune intention n'existe? Aucun des deux scénarios ne procure de réconfort, parce que les deux impliquent des futurs que nous ne pouvons contrôler. Si le premier scénario est correct, la stabilité cristal de la Terre se dégrade vers une défaillance catastrophique, et nous ne pouvons prédire le moment avec suffisamment de précision pour une réponse efficace. Si le deuxième scénario est correct, nous avons été mesurés par des systèmes que nous ne comprenons pas, catalogués selon des critères que nous ne pouvons connaître, signalés à des fins que nous ne pouvons déterminer. Attendre la certitude échoue dans les deux cas. Si le premier scénario est correct, la certitude arrive lorsque les failles se rompent, lorsque le déplacement du sol atteint des mètres, lorsque les bâtiments s'effondrent et que les infrastructures échouent. À ce moment-là, l'avertissement est sans pertinence. Si le deuxième scénario est correct, la certitude arrive lorsque quelque chose répond aux données que 3E Atlas a collectées. Et nous ne sommes pas préparés parce que nous avons rejeté le signal comme coïncidence géologique plutôt que comme mesure cosmique. Le signal lui-même s'est déjà produit. C'est un fait indéniable enregistré dans plusieurs ensembles de données indépendants. Nous ne pouvons pas le détecter, nous ne pouvons pas le faire ne rien signifier par consensus qu'il s'agissait de bruit. Il existe dans les enregistrements électromagnétiques, horodatés et résolus en fréquence, corrélés avec le passage d'un objet interstellaire, apparaissant à des fréquences qui se couplent à la fois avec la contrainte cristale et les processus ionosphériques. Le 19 décembre représente un seuil, une frontière franchie qui ne peut être défranchie, pas l'événement lui-même, mais le moment où les possibilités théoriques se sont effondrées en phénomènes observables. Avant le 19 décembre, le stress sismique élevé de la Terre et l'approche de 3-2 Atlas étaient des faits séparés, intéressants, mais indépendants. Après le 19 décembre, et ils sont connectés par des données électromagnétiques que nous avons détectées, mais que nous ne comprenons pas complètement. Les seuils sont des frontières à sens unique dans l'espace d'état. Vous les franchissez et le paysage change irréversiblement. Ce qui était théorique devient réel. Ce qui était possible devient documenté. Vous ne pouvez pas revenir à l'ignorance après l'arrivée de la connaissance. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que les observations ont révélé. Vous ne pouvez pas restaurer l'incertitude après que la mesure a effondré la possibilité, en fait. Nous sommes entrés dans un régime où soit la Terre hurle des avertissements électromagnétiques avant une défaillance cristale catastrophique, soit nous sommes mesurés par des systèmes au-delà de la compréhension scientifique actuelle, soit les deux interprétations portent une vérité partielle. Les trois possibilités étaient toujours théoriquement présentes
dans l'espace des choses qui pourraient se produire. Le 19 décembre les a rendus empiriquement indéniables, a transformé la spéculation en observation documentée nécessitant une explication, la tension non résolue et l'état naturel face à des informations inadéquates sur des scénarios à enjeux élevés. La science fournit des cadres pour réduire l'incertitude par l'observation et la théorie, pour effondrer les possibilités en probabilité, pour distinguer le probable de l'improbable. Mais certaines questions résistent à la résolution jusqu'à ce que les événements fournissent des réponses que nous ne pouvons ignorer. Certaines incertitudes demeurent irréductibles avec les connaissances et les méthodes actuelles. L'approche responsable reconnaît les deux scénarios sans prétendre faussement savoir lequel est correct. Elle se prépare aux possibilités dans notre contrôle, renforcement des réseaux de surveillance sismique, affinement de la recherche sur les précurseurs électromagnétiques, maintient des capacités de réponse d'urgence. Elle maintient l'honnêteté intellectuelle sur les limites de la compréhension actuelle. Nous ne savons pas si le signal était un précurseur ou une coïncidence. Nous ne savons pas si des signaux similaires apparaîtront. Nous ne savons pas si la corrélation implique la causalité. Mais l'approche responsable ne prétend pas non plus que le signal ne s'est pas produit. Elle ne rejette pas la corrélation temporelle comme dénuée de sens sans explication. Elle n'ignore pas les anomalies électromagnétiques parce qu'elles compliquent les modèles établis. Les données existent, le timing est documenté, les caractéristiques de fréquence sont reproductibles. Ce sont des faits nécessitant une explication, que les théories actuelles fournissent ou non des réponses confortables. Le signal n'était pas l'événement. C'était le compte à rebours, qu'il compte à rebours vers un tremblement de terre, une catastrophe solaire, un contact cosmique ou une combinaison que nous n'avons pas imaginée. L'horloge tourne déjà, nous ne savons simplement pas combien de temps il reste avant zéro. Ce qui se passe lorsque le compte à rebours se termine, si nous pouvons l'arrêter ou seulement nous préparer aux conséquences, souvenez-vous de cette fréquence, 25 Hz. Restant stable pendant 3 minutes pendant qu'un objet interstellaire passait et que la croûte terrestre criait ou répondait ou résonnait avec quelque chose que nous ne comprenons toujours pas complètement. Le moment est passé, le signal s'est estompé, mais les implications résonnent dans le temps et nous restons là, dans le silence qui suit, nous demandant si nous venons d'entendre un avertissement ou assister à une mesure ou vécu les deux simultanément, le compte à rebours continue, que nous le comprenions ou non. Et c'est cela, plus que tout scénario spécifique, qui devrait nous tenir éveillés la nuit, parce que quelque part, entre la géophysique et l'astronomie, entre la prédiction des tremblements de terre et le contact interstellaire, entre ce que nous savons et ce que nous craignons, la Terre a chanté, et nous ne savons toujours pas pourquoi. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si le signal était géologique ou cosmique. Peut-être que la vraie question est pourquoi supposons-nous que ce sont des catégories distinctes? Pourquoi pensons-nous qu'un objet traversant l'espace interstellaire ne pourrait pas interagir avec les processus géologiques d'une planète? Pourquoi imaginons-nous que les forces qui façonnent les croûtes planétaires sont complètement séparées des forces qui guident les objets à travers le vide? L'univers n'a jamais promis de respecter nos catégories, nos divisions entre disciplines, entre l'interne et l'externe, entre naturel et l'artificiel, le délibéré. Ce sont des constructions humaines imposées à une réalité qui fonctionne selon ses propres règles, que nous les comprenions ou non. Peut être que 25 Hz n'était ni un avertissement ni une mesure. Peut être que c'était une conversation entre des systèmes qui ne reconnaissent pas les frontières que nous traçons. La croûte terrestre répondant aux forces gravitationnelles d'un passage d'objets massifs,
les champs électromagnétiques se couplant à travers la distance d'une manière que nous ne modélisons pas encore. L'information circulant à travers des canaux que nous ne surveillons pas parce que nous ne savons pas qu'ils existent. Nous avons construit notre compréhension de l'univers sur des fondations qui vacillent lorsque nous les regardons de trop près. Newton nous a donné des équations qui fonctionnent, mais n'expliquent pas pourquoi. Einstein nous a donné une géométrie qui prédit, mais ne révèle pas la cause. La mécanique quantique nous a donné des probabilités qui réussissent, mais violant l'intuition. Et maintenant, nous nous tenons avec un signal que nous pouvons mesurer, mais pas interpréter, corrélé avec un événement que nous pouvons observer, mais pas expliquer. C'est l'état épistémologique extraordinaire dans lequel nous nous trouvons. Nous possédons des instruments capables de détecter des phénomènes que nos théories ne peuvent pas accueillir. Nous collectons des données qui défient la catégorisation. Nous documentons des corrélations qui résistent à l'explication causale. Et pendant que nous débattons de l'interprétation, pendant que nous attendons plus de données, pendant que nous affinons nos modèles et recalibrons nos instruments, le compte à rebours continue. Quelque chose a commencé le 19 décembre ou peut être que quelque chose qui avait toujours été en cours est simplement devenu visible pour nous. Comme s'allumer une lumière dans une pièce sombre révèle des formes qui étaient là tout le temps, attendant dans l'obscurité d'être vues. Nous ne savons pas ce qui se passe lorsque le compte à rebours atteint zéro. Nous ne savons pas si nous pouvons l'arrêter, le ralentir ou seulement observer alors qu'il se déroule. Nous ne savons même pas avec certitude qu'il y a un zéro vers lequel il compte. Plutôt qu'un cycle qui se répète indéfiniment, mesurant des processus qui dépassent l'échelle de temps humaine. Ce que nous savons, c'est que l'ignorance n'est plus une option confortable. Le signal s'est produit. L'objet est passé. La corrélation existe dans nos enregistrements. Et maintenant, nous devons décider est-ce que nous traitons cela comme une anomalie statistique à classer et à oublier, ou comme la première note d'une symphonie que nous commençons tout juste à entendre. La décision que nous prenons pourrait déterminer si nous sommes préparés pour ce qui vient ensuite, ou si nous sommes simplement un autre point de données dans la longue histoire cosmique des civilisations qui ont détecté l'avertissement mais n'ont pas compris le message jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le compte à rebours continue, l'horloge tourne, et quelque part entre la terre qui hurle et les étoiles qui écoutent, nous nous tenons dans le silence qui suit le signal, essayant de décider si nous avons entendu le début ou la fin de quelque chose que nous ne comprenons pas encore complètement. C'est là que nous en sommes, pas avec des réponses, pas avec de la certitude, mais avec une conscience que quelque chose a changé. Une frontière a été franchie, un seuil a été dépassé, et il n'y a pas de retour en arrière vers le temps où nous ne savions pas que la Terre pouvait chanter avec une telle précision inquiétante. Juste au moment où l'univers passait suffisamment près pour écouter, restez vigilant, restez curieux, et surtout, restez éveillé, parce que le prochain signal pourrait arriver à tout moment. Et cette fois, nous pourrions avoir encore moins de temps pour comprendre ce qu'il signifie avant que les conséquences n'arrivent.